Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Tony Coco-Villouin, le responsable du bureau d'accueil des tournages en Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le succès de la série Meurtre au paradis n'est plus à démontrer, notamment en Grande-Bretagne. Y aura-t-il une saison 8 tournée en Guadeloupe ? Oui. Oui, donc elle sera tournée là dans les prochains mois ? Oui, le tournage va commencer fin avril, début mai pour cette année. On va essayer de commencer un petit peu avant, puisque l'an dernier a été un peu épique, avec les deux phénomènes cycloniques. Et puis en général, c'est un tournage qui va jusqu'à fin septembre. D'accord. Et est-ce qu'on peut déjà savoir s'il y aura une saison 9, une saison 10, une saison 11 ? Est-ce qu'ils sont déjà, la production est déjà allée aussi loin ? Si, en fait, ça devient toujours intéressant de se demander s'il y a une prochaine saison, parce que c'est comme ça qu'on mesure aussi l'engouement. On fait la fleur à Question Directe, vous dire que oui, il y aura une saison 8, il y aura une saison 9. Ce sont les deux saisons qui sont engagées par la chaîne BBC One. Ça finirait par manquer en Guadeloupe, l'absence de ce tournage ? Déjà que tout le monde puisse voir les bientôt 72 épisodes de 1 heure, ça fait 72 heures. Je ne sais pas si on a tous vu tous les épisodes. Tous les épisodes. Mais surtout, ça permet aussi à de nombreux Guadeloupéens de travailler ces heures de tournage. Donc c'est devenu une série vitale pour la Guadeloupe. C'est devenu une série vitale, en tout cas pour l'économie du cinéma en Guadeloupe, pour les professionnels qui en vivent, puisque ça fait environ une centaine de professionnels par année qui arrivent comme ça à faire leurs heures. Mais c'est pas seulement de la production, c'est aussi des ouvertures de droits à la formation. Donc chaque année, il y a une cinquantaine d'ouvertures de droits à la formation pour les intermittents du spectacle essentiellement, mais aussi pour les stagiaires qui fréquentent le plateau. Donc c'est vrai que c'est quand même un chantier économiquement qui rapporte, on l'a dit, entre 4,8 millions et 5 millions d'euros chaque année en Guadeloupe. Si on part du principe que la collectivité régionale investit 500 000 euros, donc en gros il y a 4 retour millions sur investissement est assuré. Et de 4,5 millions, mais ces 4,5 millions, ce sont 4,5 millions qui viennent de l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et qui sont directement injectés dans l'économie locale ? Directement, l'économie locale, ce sont des devises étrangères. Donc là, c'est vrai que 35 millions en 7 ans d'entrée de devises étrangères, ça intéresse pas seulement les gens de cinéma aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets au-delà de cette série en cours qui vont être retournés en Guadeloupe ? Oui, parce que quand on a une série comme... Vous savez, la France et le monde entier nous jalouse, en fait. On le dit pas souvent parce que je crois qu'il faut qu'on reste aussi... Il y a quand même beaucoup de régions de France qui sont aussi des terres de tournage. Qui sont des terres de tournage, mais regardez... Et qui tournent plus que la nôtre. Oui, mais nous sommes quand même dans un peloton qu'on peut considérer comme étant le peloton de tête. Et en tout cas, sur le marché audiovisuel britannique en France, nous sommes en tête du peloton, ça c'est clair. Et même au niveau européen. Parce qu'il n'y a aucune production anglaise qui reste plus de 1 an ou 2 ans sur un territoire européen. Donc c'est aussi un engagement financier pour eux, parce que c'est plus compliqué, et ça coûte plus cher de venir produire en Guadeloupe et tourner en Guadeloupe que dans une région française. C'est pas dit. C'est pas dit parce que les incitatifs en France sont déjà pas mal, mais la Guadeloupe a une attractivité aujourd'hui qui dépasse largement l'incitativité française. Il faut que ça soit clair, c'est-à-dire qu'entre les fonds régionaux qui existent pour soutenir la production... Donc on parle juste d'attractivité financière. Attractivité financière, mais c'est pas que financier, c'est d'abord humain. C'est-à-dire que si on n'a pas... c'est patrimonial d'abord. Si on n'a pas les décors qu'il faut, il n'y a aucun tournage qui viendra. On a beau avoir les milliards d'euros qu'on voudrait, il n'y aura pas de tournage s'il n'y a pas de décor. Et ensuite, il faut les compétences humaines, même s'il y a des fonds qui sont injectés, il faut des compétences humaines parce que c'est ce qui coûte cher finalement, c'est de faire venir des gens pour travailler ici sur une autre législation avec les abattements qui sont ici fiscaux et sociaux qui sont quand même intéressants pour un producteur qui soit parisien ou européen tout court. Donc là-dessus, on reste largement compétitif. Compétitif et attractif. Alors, est-ce que les nouvelles liaisons aériennes entre Pointe-à-Pitre et les États-Unis pourraient nous amener des super productions américaines avec des gros budgets ? Évidemment, parce que c'est sûr que nous, on va, comme on dit dans le jargon, on va draguer dans les pays étrangers, notamment Los Angeles, qui est quand même la capitale des commissions du film, des bureaux d'accueil et tournage sur l'ensemble. Donc tous les bureaux d'accueil et tournage de la planète se retrouvent au moins une fois là par année. Cette année, malheureusement, il n'y aura pas ce salon. On est en train d'ailleurs de réfléchir à faire quelque chose en Guadeloupe avec nos collègues de la Caraïbe. Parce que là, l'objectif, c'est vraiment d'amener des séries ou des films américains à très gros budget. Oui, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut savoir, dans la cartographie de l'industrie du cinéma, les plus rigoureux sont les Japonais, ensuite les Anglais, et ensuite les Américains. Oui. Donc, quand les Américains voient que des Anglais ont pris possession, entre guillemets, de certain nombre de décors récurrents qui reviennent sur un territoire français depuis 8 ans, je peux vous assurer que
ils sont de plus en plus nombreux à étudier comment venir ici. Nous avons été déjà approchés par d'autres séries, hein, comme LOL, comme The Bachelorette. Seulement, The Bachelorette, la production me dit, bon voilà, nous, vous nous donnez 500 000 euros, comme on fait sur d'autres séries. Par contre, on n'embauche pas local. On vient avec notre équipe, ça fonctionne déjà. Par contre, on vous amène 200 millions de téléspectateurs, et ça c'est clair, donc une visibilité. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on négocie, on ne veut pas de ce deal-là pour l'instant, parce qu'on veut d'abord prioriser les embauches locales. Alors, on est en pleine période de carnaval et vous travaillez avec la région et l'office du carnaval à la création d'une marque carnaval de Guadeloupe. Alors concrètement, ça va aboutir à quoi? Alors la marque carnaval de Guadeloupe existe déjà. Elle a été créée par l'office du carnaval de la Guadeloupe. Et en fait, on est en train de valoriser le fait que cette marque englobe en fait d'autres marques, qui sont des marques, qui ne sont pas des sous-marques, mais qui sont des groupes en fait. Donc les groupes de carnaval. Des groupes de carnaval, hein, que ce soit Caisse Claire, Massapo, enfin Groupe Apo, etc. Donc vraiment l'ensemble des carnavaliers de Guadeloupe. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement le côté propriété industrielle quand on parle de marque, mais il y a la dimension propriété littéraire et artistique. Et c'est finalement dans cette dimension-là que nous essayons de faire un travail de régulation. C'est-à-dire que si on veut exporter... Pour que les groupes puissent gagner de l'argent sur leur droit à l'image, par exemple. Déjà qu'ils n'en perdent pas, premièrement, et en plus qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui gagnent de l'argent sur leur dos, dans leur dos, j'ai envie de dire, sur leur dos. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on essaie déjà de faire ce travail-là avec les organisateurs, avec les communautés, les fédés qui organisent le carnaval, les groupes évidemment, les carnavaliers, c'est-à-dire la personne lambda, puisqu'il faut savoir que les carnavaliers, ils sont adhérents d'un groupe, donc ils ont cédé leurs droits d'exploitation, les droits d'exploitation de leur image, à ce groupe. Donc c'est même pas la personne qui négocie, c'est un groupe. Donc il faut que Mais c'est un chantier colossal. Oui, c'est colossal, mais il faut bien le commencer. Il faut bien le commencer. Et finalement, je trouve qu'on va assez vite parce qu'on a vu des changements déjà de comportement, des petits réflexes. Par exemple, les gens, quand ils diffusent leurs images sur les réseaux sociaux, ils mettent l'auteur, ils mettent le nom du groupe. Donc, ça commence par là. D'accord. Mais alors, donc, du coup, concrètement, ça va aboutir à quoi? Donc, pas une législation, mais en tout cas des textes réglementaires spécifiques, concrètement? Ça va commencer déjà par une valorisation des communes qui accueillent le carnaval, avec des zones qui sont libres de droit, où carnavaliers, visiteurs, touristes chacun saura qu'à cet endroit-là, sur cette zone-là, c'est 100 mètres, 200 mètres de zone, ils peuvent photographier sans aucune crainte parce que eux, en tant que photographes, ils sont protégés. Les gens qui sont photographes, et au-delà de cette zone, ils peuvent être sanctionnés. Au-delà de cette zone, de payer pour photographier des carnavaliers. C'est du droit privé, donc c'est pas une personne qui paye une personne. Donc au-delà de cette zone, il faut savoir que celui qui prend la photo, c'est une chose, mais qui la diffuse, il faut qu'il se renseigne. Et donc là, ça veut dire très concrètement que demain, un carnavalier qui ne pourra plus aussi facilement diffuser sur les réseaux sociaux des groupes sans leur autorisation? De toute façon, il ne faut pas que ce soit facile à faire sans autorisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut lutter contre ça? L'idée, c'est pas de contrer, c'est de réduire les dérives qui prennent un peu de la hauteur en même temps que notre carnaval prend de la hauteur, ce qui est tout à fait logique et normal. Bon, on a observé ça dans d'autres pays. Vous savez que nous, en tant que film commissionneur, comme on dit, commissaire de film, nous avons des expériences de plusieurs territoires, y compris comment on filme, comment on capte le carnaval à Nice, à Rio, etc. Nous avons nos collègues là-bas, donc ils nous expliquent comment ils font. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se rendre compte comment on peut améliorer les choses sur notre territoire. C'est pas une histoire d'argent. C'est pas, on parle ni de dépenses, ni de recettes pour l'instant. On parle d'arriver à... Quand même, l'objectif, il est bien là. L'objectif, c'est d'exporter notre carnaval dans les meilleures conditions. Et pour exporter notre carnaval, il faut qu'il soit vendu. Et on ne peut pas vendre quelque chose... Donc vendu, y compris sur les médias? Sur les médias, évidemment. Donc ça veut dire que demain, des chaînes de télévision qui voudront retransmettre des images de carnaval devront payer? Les chaînes de télévision... j'ai envie de dire, elles payent déjà, puisqu'elles développent de l'énergie, de la production. Mais tout le monde sait aussi qu'un programme audiovisuel, télévisuel, retranscrivant du spectacle de rue, musical, c'est le programme le plus cher qui existe en télévision. Ça coûte plus cher qu'une fiction. Ça coûte plus cher qu'un match de football. Il faut que tout le monde soit au courant, et la planète le sait. Donc c'est à nous à trouver dans les échanges qui sont faits, les bordereaux entre tel groupe, je fais une prestation, je vais être vu dans la rue, combien de droits circulent. Il y a les mécanismes, les outils, les appareils sont là pour faire ça. En tout cas, demain, il ne faut plus que tout ça soit gratuit. Je ne parle pas de gratuité ou pas, je dis juste qu'il faut qu'on arrive à équilibrer les dépenses pour chacun. Donc les groupes dépensent, le carnaval dépense, les chaînes de télévision dépensent, les médiateurs dépensent. On a un algorithme qui permet de trouver un équilibre. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Que tout le monde soit gagnant-gagnant. Et je pense qu'on va y arriver, c'est un combat. Merci beaucoup, Tony Coco-Villouin. Merci. C'est la fin de Questions Directes. Tout de suite, l'information continue avec le journal de la rédaction d'ATV. Bonne soirée.